Un test qui avait commencé normalement et qui s'est terminé par un cerveau détruit. Dans le cas de l'essai clinique de Rennes en 2016, tout semblait trop routinier pour éveiller les soupçons. Un centre moderne, des volontaires en bonne santé, des médecins supervisant chaque étape, des personnes ordinaires acceptaient de participer en échange d'une rémunération et faisaient entièrement confiance au processus. La substance expérimentale promettait d'agir sur le système nerveux, un effet déjà testé lors des phases précédentes. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Quelques heures après l'ingestion, les premiers signes sont apparus. Maux de tête intenses, perte d'équilibre, confusion mentale. Ce qui semblait être un effet secondaire courant s'est rapidement aggravé. Un participant est entré dans un état critique irréversible, et la mort cérébrale a été confirmée quelques jours plus tard. D'autres ont survécu, mais n'ont jamais retrouvé leur état normal. Dommages permanents, troubles de la mémoire, altération des fonctions vitales. Et c'est là que réside le point le plus troublant. Malgré des signes évidents de dysfonctionnement, l'étude n'a pas été immédiatement interrompue. Cela crée une situation trop gênante pour être ignorée. À quel moment réalise-t-on qu'on a franchi la limite? Ou pire, l'a-t-on réalisé et a-t-on continué malgré tout? Car à ce moment-là, il ne s'agissait plus seulement de science, mais d'une erreur commise en direct et observée. Le scandale silencieux qui a contaminé toute une génération. Dans les années 1980, un phénomène bien plus vaste et silencieux s'est produit. Dans les hôpitaux français, des patients ont commencé à recevoir des transfusions censées leur sauver la vie, mais qui se sont retrouvés porteurs d'une substance invisible et irréversible. Le scandale du sang contaminé n'était pas un accident isolé. Il a touché des milliers de personnes simultanément. Hémophiles, patients sous traitement, gens ordinaires, tous avaient confiance en un système censé les protéger. Le plus troublant n'était pas seulement la contamination, mais ce qui l'a précédé. Il y a eu des alertes internes, des discussions techniques, des signes indiquant que le sang pouvait ne pas être sûr. Malgré tout, la distribution a continué. Des décisions ont été prises et maintenues. Des personnes ont été exposées à leur insu, sans choix, sans aucune possibilité de l'éviter. Ce qui rend l'incident encore plus grave. Ce n'était pas une expérience officielle, mais le résultat fut exactement le même. Des corps humains utilisés à la suite de décisions que l'on savait déjà mauvaises. Et lorsque cela se produit à grande échelle, l'être humain cesse d'être une priorité. Le jour de l'explosion n'a pas été le pire événement de la vie. Lors d'essais comme Gerboise bleue, le monde a été témoin d'une explosion, mais l'essentiel était invisible. Des soldats étaient positionnés près du point de détonation, dans le désert du Sahara. Certains avec un équipement rudimentaire, d'autres pratiquement à découvert. La lumière de l'explosion aveuglait pendant quelques secondes. La chaleur engloutissait tout, l'onde de choc traversait les corps. Mais rien de tout cela ne constituait le véritable danger. Les radiations sont silencieuses, ne laissent aucune trace immédiate, elles pénètrent et restent. À l'époque, tout semblait sous contrôle. Des jours, des mois plus tard, les effets ont commencé à se manifester. Maladies inexpliquées, faiblesse progressive, altérations corporelles irréversibles. Le plus troublant n'est pas tant ce qui s'est passé, mais ce qui a pu être négligé. Certains indices laissent penser que les risques étaient déjà connus avant les tests. Cela change complètement l'interprétation de l'événement. Ce n'était pas simplement de l'ignorance, c'était une décision délibérée. Et lorsque le corps humain sert à mesurer l'invisible, le résultat n'est jamais immédiat, mais il finit toujours par arriver. Des populations utilisées comme sujet d'expérimentation, à l'abri des regards du monde. En Indochine française, la science trouva un terrain d'expérimentation quasi illimité. Les maladies tropicales inconnues en Europe devinrent l'objet d'études approfondies. Le problème est que ces études n'étaient pas menées dans des laboratoires isolés, elles étaient réalisées directement sur les populations. Les populations locales furent exposées à des traitements expérimentaux sans aucune garantie de sécurité. Nombreux étaient ceux qui ne comprenaient même pas ce qui se passait dans leur propre corps. Il n'y avait ni véritable consentement, ni explication complète, ni choix. Cette situation crée un malaise profond. Lorsqu'une population n'a pas le pouvoir de refuser, elle cesse d'être un patient et devient une ressource. Et quand cela arrive, tout peut être justifié comme un progrès scientifique. Le savoir progresse, mais à quel prix?
l'endroit où la vie ne vaut rien de plus qu'une épreuve. En Guyane française, les bagnes fonctionnaient comme des environnements coupés du monde. Cet isolement entraînait un manque de surveillance. Les prisonniers, déjà privés de liberté, devenaient encore plus vulnérables. Nombre d'entre eux furent utilisés pour des études sur les maladies tropicales, comme le paludisme. Le but n'était pas de sauver des vies, mais d'observer les réactions. Ceux qui ont survécu sont devenus des données. Ceux qui n'ont pas survécu ont disparu des registres. Il n'y avait ni véritable choix, ni consentement, ni conséquences immédiates pour ceux qui menaient ces expériences. Cela transforme l'atmosphère en quelque chose de bien plus sinistre. Ce n'était pas seulement une prison. C'était un espace où le corps humain pouvait être utilisé sans limite. L'esprit humain poussé à bout. Durant la guerre d'Algérie, l'attention s'est déplacée du corps vers l'esprit. Les soldats ont été soumis à des conditions extrêmes afin de mesurer leur résistance psychologique. Privation de sommeil pendant des jours, pression constante, simulation de situations de menace et interrogatoire. L'objectif était de déterminer les limites de leur résistance avant qu'ils ne craquent. Mais un détail troublant se pose. Pour mesurer cette limite, il faut la dépasser. Et quand cela arrive, rien ne garantit un retour à la normale. L'esprit ne récupère pas comme un muscle. Certains effets persistent des années, d'autres ne disparaissent jamais. Cela confère à l'expérience une dimension bien plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement de résistance, mais d'une usure contrôlée jusqu'à la rupture. Des substances qui n'auraient pas dû être testées sur des humains. Les tests avec des agents chimiques ont mis le corps humain en contact direct avec des substances dont les effets n'étaient pas entièrement compris. Des soldats et des volontaires ont été exposés dans des environnements contrôlés, tandis que les scientifiques observaient chaque réaction. Irritation cutanée, difficultés respiratoires, modifications internes. Chaque symptôme était enregistré comme une donnée. Mais pour les personnes exposées, ce n'étaient pas des données. C'était une souffrance bien réelle. Le problème ne réside pas seulement dans le risque, c'est aussi dans l'incertitude. Lorsqu'on ignore les effets d'une substance, le corps humain devient le premier lieu où elle est découverte. Et ce genre de découverte est rarement sans conséquences. Des radiations qui continuent d'agir même lorsque tout est terminé. Après la Seconde Guerre mondiale, des études sur les radiations se sont poursuivies afin de comprendre leurs effets sur le corps humain. L'exposition contrôlée semblait sans danger, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le problème des radiations est à la fois simple et terrifiant. On ne ressent pas leurs effets immédiatement. Il n'y a pas de douleur immédiate, pas de signe évident. Mais les dégâts se produisent silencieusement. Des années plus tard, les effets apparaissent. Maladies, altérations cellulaires, séquelles irréversibles. Cela transforme tout test en quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Car le résultat n'est jamais immédiat, et lorsqu'il se manifeste, il est irréversible. Des patients qui ne pouvaient pas dire non. Dans les institutions psychiatriques, les patients étaient soumis à des traitements expérimentaux sans le niveau de consentement éclairé qui existe aujourd'hui. Nouveaux médicaments, associations inconnues, méthodes invasives, nombre de ces patients étaient incapables de comprendre ou de refuser. Cela crée une situation extrêmement délicate. Quand on ne peut dire non, tout devient possible. La frontière entre traitement et expérimentation disparaît complètement. Et dès lors, le risque cesse d'être l'exception et devient une routine tacite. Le présent comporte toujours les mêmes risques. Aujourd'hui, les tests se poursuivent. Plus contrôlés, plus réglementés, plus sûrs, du moins en apparence. Mais des cas comme celui de Rennes montrent que le risque n'a jamais complètement disparu. La différence, c'est qu'il est désormais calculé. Et cela soulève une question encore plus troublante. Sommes-nous plus en sécurité ou simplement mieux préparés à gérer les erreurs? Car au final, la logique reste la même. Il faut bien que quelqu'un se lance dans l'expérimentation. Il faut bien que quelqu'un découvre ce qui se passe en cas de problème. Et cette personne ne sait jamais vraiment dans quoi elle s'embarque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que la frontière entre progrès et risque est bien plus ténue qu'il n'y paraît, et peut être l'a-t-elle toujours été. Alors, dites-moi, jusqu'où seriez-vous prêt à aller au nom de la science? Laissez un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à liker, cela aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo.
et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car certaines de ces histoires sont loin d'être terminées.